Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Créativité 101. Cette semaine, on a eu la chance de recevoir un invité très chouette qui s'appelle Daniel Tirado, un humoriste de New York, en fait, qui fait des shows aussi en français à Montréal. Il a commencé à Montréal, il a déménagé à New York, puis là maintenant il fait des allers-retours entre les deux. Un gars très très philosophique qui a vraiment des bons points super cool sur la vie en général, et l'humour et l'acting et beaucoup de milieux artistiques vraiment le fun. Et donc, voilà. Donc, continuez de nous suivre sur notre page de Créativité 101. On vous rappelle qu'on est un petit peu partout sur toutes les plateformes. On essaie toujours d'aller vous chercher des invités vraiment le fun comme celui-là qu'on a eu aujourd'hui. Et puis, donc, on apprécie le support, on apprécie que vous nous suiviez. Donc, bon show tout le monde et puis bonne semaine. Ouais, bon show tout le monde. Ciao. Écoute, nous, on commence tout le temps avec la même question qui est c'est quoi, mettons, selon toi, ton style d'humour? Aussi broad ou genre petit ou précis que ça peut être, tu le décrirais comment? J'essaie, j'essaie du mieux que je peux d'être clean, mais tout en restant edgy et autobiographique. Ok. Ah, c'est une bonne Je façon. pense que c'est ce que je vise le plus. Puis par Puis, clean, vas-y, est-ce que tu veux dire, disons, en termes de vulgarité de mots ou même en termes de sujet? pas nécessairement de sujet, mais de vulgarité de mots. Ok. Et si je suis pour approcher un thème qui est genre un peu plus vulgaire, je l'approcherais d'une manière très genre clean. Ok. Ok, je comprends. Euh, ouais, je me, je suis conscient de ça. Mhm. Ok, c'est cool, c'est intéressant. Et quand tu dis autobiographique, c'est parce que tu fais passer ça par des anecdotes, des affaires qui te sont arrivées, des affaires que toi tu remarques dans ta vie de tous les jours? Comment ça fonctionne? Ouais, exactement. Parce que genre, tout a été fait dans le monde du stand-up. Mais la seule chose qui n'a pas été fait, c'est toi. Hmm. Mhm. Tu sais, il y a seulement, il y a seulement un Daniel. Il y a seulement une personne. Personne peut répliquer ce qu'on fait. Alors, alors si tu connectes avec ça, t'as jamais à t'inquiéter que quelqu'un puisse voler ton matériel. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. C'est le plus d'essayer d'être authentique et de parler de choses qui me font peur. Tu sais? Hmm. Des choses Ok. peut-être tabous, des choses un peu bizarres, weird, ce Mais qui m'amuse. comment tu t'y es pris? Parce que ben, je sais pas si ça se pose qu'une question, mais ou si c'est juste à un moment donné tu le découvres, mais comment tu t'y es pris pour faire vraiment de l'humour très de toi, puis cette unicité-là? Ben, je sais pas si toi, ça t'est arrivé, mais est-ce que au début, toi, tu as eu de la difficulté à être vraiment toi-même dans ton stand-up? Ou tu as toujours été. Je trouve que ça prend des années pour trouver ta voix, tu sais. Hmm. Parce que quand tu commences, mais vous faites du stand-up, right? Ouais. Yeah, Yup. En anglais ou en français? français. Moi, Ok, en français, j'ai commencé un petit peu à en faire en anglais, j'ai arrêté, puis là, je viens de recommencer. Fait que je fais les deux. ok, cool. Ouais. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça, Léonard, puis toi, Sacha? À peu près 2 ans. Ouais, à Ok, peu près. cool. Novembre Ouais. 2018, ouais. On a commencé à peu près ensemble depuis Mhm. 2 ans. Ouais. Ah, nice. Ouais. Right. Yeah. Ouais. Euh, pour répondre à ta question, je pense que, tu sais, au début, on fait ce on, on veut plaire, on veut faire ce qu'on pense va faire rire le monde. Hmm. Euh, mais avec le temps, j'ai découvert que je, je dois faire ce que moi je trouve drôle. Ok. C'est pas de faire nécessairement ce que le monde trouve Ouais. drôle. Parce que
sais, Bill Cosby avait dit, Bill Cosby avait dit, une erreur que tu peux faire dans le monde de l'humour, c'est d'essayer de vouloir plaire à tout le monde. Mhm. Et ça, tu tombes dans un piège. Parce que oui, on veut plaire, mais en même temps, je pense que c'est important d'être authentique, puis de faire ce que tu crois, tu sais, Hmm. ce que tu crois est drôle. Puis même si on te suit pas, c'est correct, parce qu'au moins tu vas avoir des fans qui vont te suivre, puis ils vont vraiment comprendre ce que tu veux dire, puis ce que tu veux faire, tu sais, Ouais. au lieu de, tu sais, s'il y a quelqu'un qui te déteste, tu fais quelque chose de bien quand même, parce que tu, euh, tu ressors une émotion assez intense d'une personne. Ouais. Euh, Fait que d'un côté, tu fais aussi ta job. Ouais, je comprends. Puis toi, est-ce que tu as eu un. En fait, ma première question, c'était est-ce que toi, tu as commencé. Est-ce que ton stand-up, est-ce que c'était plus loin de toi? C'était-tu plus comme un personnage ou quelque chose? Tu sais, quand j'avais vraiment commencé, au début, je faisais pas du stand-up, je faisais un personnage, ouais. Ouais, Je tu faisais faisais. Ben, j'ai entendu ça dans ton sous-écoute. C'était Tony Mamba. C'était quoi ton personnage? ouais, Tony Mambotana. Ouais, c'est ça, Tony C'était Mamba. un personnage de salsa cubain qui enseignait aux hommes comment séduire une femme à travers la danse. Euh, Ah, c'est drôle. C'était il y a 15 ans. Mais c'était pas vraiment du stand-up, c'était plus comme un mini one-man show, tu sais, qui a commencé avec un Ah, 5 minutes, un 10 minutes, un 15 minutes. J'ai développé un, un 20 minutes à la fin. Puis à la fin, tu sais, moi je gossais, je m'amusais seulement, tu sais. mhm. Euh, Puis j'étais sorti d'une école de théâtre à New York, alors tu sais, on m'a beaucoup de personnages et je voulais explorer ça. Puis moi, je faisais juste ça pour m'amuser, puis je m'attendais pas que d'avoir autant d'attention. Tu sais, quelques mois plus tard, Juste pour rire, Just for Laughs m'a contacté, puis voulait me mettre dans un de leurs spectacles. Puis c'était vraiment cool. Puis c'était avec ton personnage de Tony? Avec mon personnage. Ok. La première fois que j'ai fait Just for Laughs, c'était avec mon personnage en 2005. Puis j'avais fait ça pendant 5 mois, 6 mois. Ouais, oh Ouais, mon dieu, ok. Ah ouais, ouais. ouais. Ok, ça faisait vraiment pas longtemps. Mais tantôt tu disais que c'était pas vraiment du stand-up, c'était plus comme un sketch? C'était- Euh, Il y avait une interaction avec le public, mais c'était, tu sais, comme, c'était pas moi, c'était un personnage. Ok. Mm. Tu sais, j'avais une chemise hawaïenne, un peu basé sur le personnage de Tony Montana, Mhm. euh, mais en salsa. Ok. Une petite twist salsa. Ouais, Nice. avec un twist salsa, puis tu sais, comme, c'est un peu un blanc pogné dans un corps latino, tu sais, mal pris, puis il a plus approuvé à cause de la couleur de sa peau, tu sais, parce qu'on le Mhm. prend pas au sérieux parce qu'il est blanc. Alors, tu sais, son accent est plus fort, ses moves sont plus intenses, tu sais, c'est comme un peu le Eminem, tu sais, du monde salsa. Ah, ouais, ok. Le genre Euh, Ouais. Fait que c'était le fun, je m'amusais beaucoup, mais à un moment donné, tu sais, comme j'ai atteint une limite avec ce personnage. Puis j'ai commencé à développer un scénario beaucoup plus tard sur ce personnage. Mais, tu sais, j'étais entouré de stand-up. Hmm. Alors je me suis dit, tu sais, je veux vraiment faire du stand-up maintenant. Je crois que j'avais déjà essayé le stand-up 3 fois avant à New York. C'est comme des open mics. J'avais juste essayé ça 3 fois. Ok. Puis, mais j'étais, tu sais, comme, j'avais pas embarqué dans le monde du stand-up, vraiment. C'est juste pour, tu sais, pour m'amuser. Puis après le personnage, je me suis dit, fuck, tu sais, comme, je veux faire du stand-up, tu sais, je veux voir, c'est une autre difficulté, Mhm. un autre challenge, puis
Puis j'ai commencé à faire du stand-up en 2006, ouais. Ok. Puis depuis ce Nice. temps-là, comment ton style a évolué? Tu sais, maintenant, ben corrige-moi si c'est vrai, mais de ce que j'ai vu de toi, c'est un peu. C'est anecdotique, mais tu fais un peu des liners aussi des fois. Ah, C'est- j'ai un peu de tout, tu sais. ouais. Ça a beaucoup, beaucoup évolué mon stand-up depuis le début. Tu sais, au Ok. début, je parlais très vite, je parlais très fort, un peu style Dane Cook, très expressif. Tu sais, j'étais terrifié j'avais très peur du silence. Alors, je préférais écouter ma voix, puis, tu sais, la sonorité de ma voix que d'entendre le silence. Puis après, quand j'ai redéménagé à New York, j'ai fait du stand-up là-bas. J'ai vraiment développé un autre style parce que je jouais plus pour une foule de. Tu sais, à Montréal, quand je jouais au Comedy Works, s'il y avait pas 12 personnes, 12 à 15 personnes dans la salle, le show était annulé. Ok. Fait qu'on avait toujours au moins 12 à 15 personnes. Et quand on avait 12 à 15 personnes, on se plaignait. Là. Ah, this is gonna suck. C'est 12 personnes. Puis quand je suis arrivé à New York, man, je jouais pour 2 personnes, 4 personnes, des fois, genre à 1 heure du matin. Tu sais, je montais sur stage avec mon énergie. What's up, everybody? Ah ouais, aïe. Et- Puis, tu sais, ça faisait un peu genre Krusty the Clown. Hey, kid! Tu sais, c'est genre, puis je disconnectais immédiatement avec la foule parce que, c'est 1 heure du matin, il y a 4 personnes, j'ai pas besoin de gueuler. Mais c'est tout ce que je connaissais. Hmm. Alors, un soir au comedy, c'était où ça? C'était au Comic Strip. J'avais fait un show genre à minuit 45, puis il y avait 4 personnes dans la foule. Puis, tu sais, tu sais, je monte sur scène avec plein d'énergie, même si j'étais épuisé. Puis, je me suis rendu compte, genre, qu'est-ce que je fais, man? J'ai pas besoin de gueuler, j'ai pas besoin de Hmm. parler rapidement, tu sais, eux, ils sont fatigués. Moi, je suis fatigué. Tu sais, je vais essayer juste de leur parler. Ok. C'est la première fois que j'avais essayé mon matériel en leur parlant. C'était très bizarre. Je suis désolé. C'était bizarre pour moi, très bizarre. Puis j'en ai fait beaucoup de shows de même. Genre pour 4 personnes, 6 personnes, 2 personnes des fois. Puis Ok. à New York, man, je sais pas que j'ai quelque chose. Je suis désolé. C'est pas le COVID, c'est correct. Non, même si c'est les Les allergies. personnes. Attends. Désolé. Fait que tu sais, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de parler au monde. Puis puis j'ai développé genre un autre style un peu genre. Et c'est ça un peu le style new-yorkais parce que tu joues tellement pour n'importe qui, à n'importe quelle heure, que tu termines par avoir un style un peu conversationnel. Hmm. C'est un mot ça, Ouais, ouais, conversationnel? ouais. Je pense que c'est un mot, right? Ouais. Puis ça fait du sens Sacha, il parce est ouais. pas certain. Pas bon Ben, vocabulaire. t'as assez de livres derrière toi, je pense que tu Ouais, je peux. pense qu'il a vérifié ça, Sacha, pour nous. C'est un front, ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est en plastique. J'espère que c'est pas un anglicisme, conversationnel, mais il Ben, me semble que moi, en tout cas, moi, je comprends ce que ça veut, ce que ça veut dire. tu sais, mais j'ai pas envie de faire d'erreur quand je parle. Mais on se comprend. Tu Ouais. sais, ça devient une conversation. Puis ça devient genre. Puis tu développes un style où genre, tu sais, comme du monde dans ton salon. Mhm. euh, Puis on parle. Puis Hmm. ça devient moins spectacle. Mais là, quand je retournais à Montréal, puis il y avait une grosse foule, puis je headlinais, tu sais, j'étais un peu pris entre le personnage que Montréal connaissait et le personnage que je suis devenu. Alors, c'était un gros défi, une grosse transition, une vraie métamorphose pour moi de transitionner mentalement, genre psychologiquement, de passer à ce personnage que j'avais développé en tant que stand-up montréalais et de m'adapter à ce nouveau style new-yorkais. Et
organiquement, j'arrivais même plus à faire genre le style spectacle, tu sais. Hmm. Puis tout le monde trouvait ça un peu, qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel, tu sais, pourquoi est-ce qu'il parle, tu sais, comme, tu sais, il a perdu son énergie, puis, tu sais, j'ai passé à travers beaucoup de jugements, puis certains ont aimé ça, certains n'ont pas aimé ça, mais, c'est à la fin, tu fais ce que tu sens est correct et bon pour toi. Ouais, Ce qui tout à fait. sert. Puis ça évolue toujours, tu sais. Même maintenant, je suis capable de très facilement adapter à une grosse salle, à une petite salle. J'ai, je m'inquiète pas du tout si je joue pour 2 personnes. Si y a quelqu'un dans la salle, je vais m'amuser. Je m'en fous s'il y a 2 personnes, je m'en fous s'il y a genre 30 personnes, je m'en fous s'il y a 100 personnes. Si quelqu'un qui est là, qui a payé pour voir un show, puis j'arrive à tester des blagues ou tu sais, faire rire quelqu'un qui a pris son temps, tu sais, qui a payé une gardienne pour garder les enfants, Mhm. puis alors moi ça me fait vraiment plaisir, tu sais. Ouais, ouais. Est-ce que est-ce que ton personnage de scène, si tu disais qu'il a évolué, mais est-ce que celui que tu as maintenant, qui est plus conversationnel, j'ai l'impression, corrige-moi si j'ai tort, mais pour le nombre de fois que je t'ai vu au bordel, c'est un peu plus un style laid back aussi, un peu. C'est ça, ben c'est comme tu as dit, que d'avoir des conversations, mais est-ce que ça c'est plus proche de toi, ta vraie personne, ou est-ce que celui qui était plus énergique était plus proche de toi? Mais est-ce que tu me vois sauter maintenant? Non, non, je me doutais que tu allais me dire ça, mais. Ouais. Euh, mais c'est ça, tu sais, Carlin avait une fois, il avait dit l'objectif d'un humoriste, c'est d'essayer du plus possible. Il dit que c'est impossible, mais du plus possible que ton personnage se rapproche de ta personne, de ta vraie personne. Puis c'est impossible. Ça va jamais arriver. Mhm. Parce que il y a un show. C'est être devant un public, ça ressort un autre côté de toi. Tu sais? Ouais. Euh, alors, c'est même impossible d'être 100% authentique. 100% authentique. C'est même pour moi, un des humoristes les plus authentiques, c'est Chappelle. Ouais. Tu sais, il est tellement authentique, mais en même temps, est-ce qu'il est à 100%? Impossible. Tu sais, il rit à ses propres jokes qu'il a raconté genre 2000 fois. Tu sais, personne rit à ses propres jokes Ouais. 2000 fois. C'est un style, c'est une technique, ça marche, on le voit rire, on a envie de rire. Mais c'est pas une authenticité à 100%. Il y a aussi le personnage qui fume, qui prend la cigarette, tout le monde aime ça, tu Mhm. sais, ça devient cool, c'est sexy pour le public. Il y a un élément de show. Il va toujours avoir un élément de show. Euh, mais Carlin, j'avais jamais oublié ça. Il a dit le travail d'un humoriste, c'est du plus possible de se rapprocher à la personne que tu es en vraie vie, sur stage puis hors stage. Ok. Tu Ouais, sais, c'est c'est bon. drôle, tantôt, Daniel, tu disais que quand tu étais revenu à Montréal et que là, ton style avait un peu changé et tout ça, que là, tu te faisais juger un petit peu pour ça. Mais on a aussi une couple d'autres humoristes, en fait, sur ce podcast-là, qui, justement, ils arrêtaient pas de dire à chaque fois que c'est toi qui les avais influencés un peu dans leur style actuel. Parce que justement, ils trouvaient ça impressionnant que tu parlais vraiment pas fort et calmement, puis tu arrivais autant à délivrer autant d'énergie au public. Et ils parlaient aussi que c'est toi qui leur avais donné leur première copie du livre Comedy Comedy Bible, Bible. ouais. Je parle d'Eddie King. Ouais, Ouais, on entre parle autres. d'Eddie Ouais, King, ouais, ouais. ouais. Ben, il y a eu Eddie King, puis je pense qu'il y a eu Preach aussi, mais en tout cas, il y a eu deux, trois Ben, personnes qui Preach, ont c'était dit ton Eddie King, nom. Eddie King, c'était Daniel. Ouais, c'est ça, t'as parti une chaîne là, Ouais. d'humoristes. Puis nous, ouais. J'inspire les Africains et les Haïtiens. Yes. Ah, Eddie puis Preach, j'adore, sont vraiment des belles personnes. Puis tu sais, tu regardes le travail d'Eddie, tu sais aussi, man, c'est comme, il parle au monde, Mm. Mhm. tu sais, C'est vrai. il parle, puis t'as envie de l'écouter. Euh, Puis tu sais, les deux sont tellement fresh à voir, tu sais, c'est comme,
quand t'es une bonne personne, ça ressort sur le stage. Mhm. Tu sais. Puis oui, je me souviens, j'avais donné le livre, j'avais suggéré ce livre, The Comedy Bible. Puis c'est ce qui est cool d'Eddie, c'est qu'il voulait apprendre. Il Mhm. veut apprendre, il veut toujours apprendre, il veut toujours s'améliorer. C'est même Preach, tu sais, on est allé prendre une pizza ensemble il y a 2 nuits. Puis, tu sais, on est dans le char, puis il dit, tu sais, je veux approfondir mon matériel. Puis c'est cool ça, man. C'est cool de ne, de ne, de ne pas se satisfaire avec le succès que tu as. Mhm. D'être mal à l'aise quand tu deviens à l'aise. Ça, c'est pour moi, je deviens super mal à l'aise quand je deviens à l'aise. Mhm. Et c'est Oh, pour ça wow. pourquoi je suis parti à New York. Parce que je suis trop à l'aise ici. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça faisait combien? Ben ok, ben t'es né et t'as grandi à Montréal, donc ça faisait longtemps que t'étais à Montréal, mais ça faisait combien de temps que tu faisais de l'humour à Montréal avant de sentir que t'étais à l'aise puis qu'il fallait que tu partes? Euh, à l'aise, tu sais, je suis jamais à l'aise. Genre, je suis à l'aise, mais tu sais, comme, euh, j'avais fait du stand-up 4 ans et demi, 4 ans, Ok. 4 ans avant de partir, puis de repartir, parce que je vivais à New York avant. Fait que j'avais fait 4 ans, puis après 4 ans, tu sais, j'avais déjà fait Just for Laughs, j'avais fait un gala juste pour rire, mon premier gala juste pour rire. Euh, Et j'avais headliné le Comedy Works et le Comedy Nest à Montréal. Quoique, c'est maintenant, j'étais vraiment pas prêt à headliner. Dans ma Ok. tête, je l'étais, puis j'avais j'étais très ambitieux et j'avais beaucoup de confiance, ce qui est bon, mais c'est comme mon matériel, il était pas profond. Mais ils étaient cool, ils m'aimaient bien au Comedy Works puis au Comedy Nest, puis ils m'ont donné cette chance, tu sais, Mhm. une chance de faire un week-end à 45 minutes. Ils étaient vraiment, vraiment bons avec moi. Euh, alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Mais c'est comme, c'est même à Juste pour rire, on, on, on m'a offert tu sais, de travailler au Québec en tant qu'humoriste. On voulait m'offrir une carrière. Juste Mhm. pour rire, le vieux Juste pour rire voulait travailler avec moi puis me développer, mais j'étais prêt à partir, tu sais, à New York. Mhm. Tu sais, ma carrière aurait pu aller d'un autre côté complètement, Mhm. mais je le savais dans mon cœur que j'étais pas assez développé en tant que stand-up, que je devais vraiment retourner à la Mecque. Puis, puis pour moi, dans ma tête, quoique je trouve pas que c'est nécessaire aujourd'hui. Mais c'était une très belle expérience. Pour moi, New York, c'est la mecque Mhm. des arts, c'est du théâtre, de la musique, du stand-up. Um, Puis ça m'a beaucoup influencé quand j'ai vécu là avant de retourner à Montréal. Mhm. Et tu sais, je me promenais dans le métro puis je voyais des artistes qui me faisaient pleurer, tu sais, dans le Ouais, ouais. métro. C'est fort. Euh, alors, je savais que je devais retourner là. Puis j'avais pris trop de temps, j'étais trop à l'aise à Montréal. Tu sais, j'avais mon appart, j'avais ma copine, je travaillais tout le temps. Mais ça me mettait très mal à l'aise quand j'étais à l'aise. Mais quand t'es retourné à New York, euh, est-ce que dans ta tête, parce que là, peut-être pas en ce moment, mais tu y habites encore techniquement à New York? Mais oui, 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 je suis revenu ici pour un mois, puis un mois, tu sais, on m'a fait de faire un autre gala qui est super cool de la part de Juste pour rire. Alors je me suis dit, ok, je vais rester encore un peu plus longtemps. Puis Mhm. j'étais censé retourner en octobre. Puis j'ai appelé le propriétaire du New York Comedy Club
qui est un de mes amis. Puis je lui ai demandé c'est comment la situation à New York, puis il m'a dit que tout est fermé, que ça serait un peu fou de retourner maintenant, vu qu'il y a juste des shows à l'extérieur, les terrasses, puis les parcs. Mais les clubs sont pas ouverts. Les restos, ils acceptent 25% maintenant à la fin du mois. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont pas rouvrir les clubs avant 2021. Ok. Peut-être je me trompe, j'espère que je me trompe. Puis c'est très bizarre pour moi d'être de retour ici pour si longtemps. On pensait rester ici un mois, puis avec en plus 2 semaines de quarantaine qu'on a fait au début. Wow. Euh, Ouais. euh, Fait que 2 mois, c'est devenu août, septembre, octobre, on vise novembre maintenant. C'est 3 mois et demi. Alors, c'est vraiment une autre réalité, mais je dois rester où je trouve le travail. Ben oui. J'ai déjà 2 enfants, puis c'est, je suis pas dans ma vingtaine où je peux faire ce que je veux. Non, non, Si exact. j'étais tout seul, célibataire, j'avais pas d'enfants, je serais à New York, puis je ferais des shows dans le parc, puis Ouais. ça me manque New York, ça me manque de faire partie de la communauté. Mais d'un autre côté, je suis content d'être ici, puis une très belle communauté ici, surtout du côté franco. Ils ont fait vraiment une belle job, puis ils m'accueillent vraiment bien. Je suis très remerciant. Ah, c'est chouette. Mais il y a tellement de choses que je veux jaser par rapport au fait que tu es à New York, mais je veux qu'on recommence du début. Bon, pour ceux qui ont pas suivi, ce qu'on a pas tout à fait dit, mais c'est ça. T'as commencé à New York. Je suis encore choqué que tu aies utilisé le mot chouette, man. T'as pas l'air d'un gars qui fait le mot chouette. Genre, je vais rien dire, mais parce que c'est ton show, mais genre, il fallait que je le dise, man. J'ai rien contre le mot, mais je te vois juste pas dire le mot chouette. Non, j'ai pas l'air de quelqu'un qui a un beau vocabulaire. Mais, ouais, je m'en ai. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que je l'ai recommencé, mettons, ton parcours depuis le début. T'es déménagé la première fois à New York pour faire un conservatoire de théâtre? Ouais, pour étudier le théâtre. Ok. Fait que moi, j'adore le cinéma. C'est deux mots, le cinéma, puis le théâtre, le cinéma, le stand-up, c'est mes vraies passions. Et la musique, j'adore la musique. Hmm. Mais j'avais vu l'entrevue avec De Niro qui, à l'époque, c'était mon acteur, mon comédien préféré. Puis il avait dit, si tu veux vraiment être un bon acteur, il faut que tu aies étudié dans un conservatoire à New York. Ok. Il faut le faire. Quand j'ai entendu genre, le maître dire ça, c'était évident que je devais partir. Ok. Comment t'as aimé ça? C'était la plus belle expérience de mon développement, C'est de vrai? ma vie. Ouais, au Tout niveau de mon stand-up, développement théâtre, artistique, tout confondu, genre? ça, ils m'ont détruit puis ils te reconstruisent si tu le permets. Wow. Tu Mais c'est une école qui t'enseigne des trucs, euh, des trucs de la vie, tu sais. T'as même pas besoin d'être un comédien, de vouloir être un comédien. Je pense que tout le monde devrait aller à cette école. Euh, c'était magnifique. Mhm. Magnifique. C'était chouette. C'est très chouette. Ça tombe mieux, Sacha, quand tu dis chouette. Juste Ouais. parce qu'il y a des livres. Mais, ouais, ben, ça me. Fait que dans le fond, à ce moment-là, est-ce que tu avais en tête le stand-up ou même pas? Tu voulais juste devenir acteur? Je voulais juste être acteur. Ok. Je voulais juste être acteur. Puis Ok. quand j'avais terminé mes études, mon prof m'a dit, sois pas l'acteur qui attend l'appel, qui reste toujours à côté du téléphone, man, puis attend l'appel de son agent, de son Mhm. manager. Genre, fais quelque chose, man, sois proactif. Ok. Puis juste en même temps, je lisais l'autobiographie, non, la biographie de Robin Williams, Hmm. qui est pour moi un de mes acteurs préférés aussi. Euh, Puis lui, il a écrit dans le livre, il dit un truc genre, après avoir fait le stand-up, il n'y avait rien que je pouvais pas faire en tant qu'acteur. Ok. Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, si lui il dit ça, je vais le faire.
Ok. Puis j'ai toujours été genre le funny guy avec mes amis. C'était toujours moi le clown, le gars qui fait. C'est comme on joue tous un rôle, puis c'est toujours moi le fou un peu. Ouais. Alors, je me suis dit, je vais l'essayer. Je vais devoir l'essayer. Nice. Puis c'était combien de temps, ce conservatoire-là? C'était un programme de 2 ans. Ok. Ok. Ouais. Pourquoi ça t'intéresse? Ouais, ben, ouais, ben c'est une longue histoire, mais ben je peux le compter rapidement là si mais en fait moi j'ai fait des auditions pour une école à LA. Fait que c'est je sais pas Ok. si ben ils ont une école ils ont un campus à New York aussi, c'est American Academy of Dramatic Arts. Ouais, ouais, AMDA. Ouais, ouais. Puis fait que c'est ça, fait que j'étais allé à New York faire les auditions mais pour le campus de LA. OK. Puis ils m'ont pris mais c'était comme 120 000 Ouais, dollars, maintenant, tu sais. c'est Fait fou que là, les j'étais prix. comme, damn, genre, ça a duré tout un été où, tu sais, je revirais ça tous les bords dans ma tête, puis j'étais comme, tu sais, Attends, c'est 120 000 pour un programme de quoi? ben, en fait, c'est 60 000 l'école, mais tu sais, là-dedans, il aurait fallu, tu sais, que tu sais, mon logement, ma bouffe, blablabla. Fait comme 120 000 c'était ma vie pendant mes études à LA pendant 2 ans, tu sais. Ça m'aurait coûté à peu près ça, 120 000. Fait que, Wow. fait que j'étais comme, ben, je sais pas, cent Ouais. vingt mille dollars Fait que, tu sais, je suis pas allé. Mais depuis ce moment-là, ça m'a toujours resté dans la tête. Fait que quand j'ai vu que tu étais allé au Neighborhood Playhouse, j'ai fait, ah, man, c'est tellement nice. C'est le genre de Ouais, parcours mais que je trouve. moi, ça coûtait 10 000 ou 9 000 par semestre. Fait que genre 18 000 par année. Ouais. Si j'étais jeune en plus, j'avais 21 ans, j'avais travaillé tout l'été comme un malade pour, pour, euh, pour, euh, pour avoir un peu d'argent. Mes parents aussi m'ont aidé, ils étaient vraiment nice. Euh, et tout ça ensemble, évidemment, je prenais un travail à New York, j'étais bartender, Ok. euh, et je suis parti. Mais c'était pas 120 000 piastres. AMDA, à mon époque, genre en 2001, 2002, c'est AMDA à New York, ça t'aurait coûté genre probablement entre 12 et 15 000. Ah ouais, je l'aurais fait, c'est sûr. Oh my god. J'aurais trouvé, tu sais, c'est ça, tu sais. Disons, mettons, 18 000 par année, tu sais, tu peux trouver un moyen de faire fonctionner ça. Mais cent Ouais, vingt mille j'étais comme, c'est une hypothèque, là, tu sais. Je ouais, peux ouais, 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 pas. ouais. Je peux. Tu sais, ça fait juste pas de sens, peu importe. Ouais. Mais bref, J'ai ouais. Fait que si je trouvais ça cool parce que j'ai quel fait. âge? Comment? À quel âge? 22. Puis ça Yo, fait 2 ans. J'avais 20 back then. Ouais. tu peux encore le faire. Ben, j'aimerais ça, mais Pas nécessairement AMDA, mais je vais il y a regarder deux. le Maintenant, tien. de toute manière, tous les cours sont online. Fait que ça n'a pas de bon sens. C'est genre, même The Neighborhood Playhouse, le programme, c'est genre des Zooms. Ouais. Puis moi, c'est fou, le Je paye pas cerveau. 18 000 pour des cours Zoom. Non, je ferais jamais ça. Ouais. Jamais de ma vie, je ferais ça. Surtout ça, tu sais. Surtout une discipline comme le théâtre. Ouais, Tu sais, non, c'est impossible, là, tu sais. Ça fait pas de non. sens, mais. Fait que, ouais, tu disais, toi, mais je suis curieux de savoir. Tu sais, même si t'avais. Non, à ce moment-là, quand t'es allé faire le Neighborhood Playhouse, t'étais pas déjà allé à New York, t'avais pas déjà vécu. Ça, c'était ta première fois? Ouais, je suis parti à New York de 21 à 24. Ok. Je suis retourné à Montréal de 24 à 30. Puis j'avais commencé à faire du stand à 26. Fait Ok. que Ça, fait que c'est nice. je suis venu ici pendant 6 ans, 7 ans à peu près, 6 ans Ok. et demi. Puis je suis retourné à New York. Je le savais que je devais retourner à New York. C'était drôle. Mon école avait genre le 80e anniversaire qu'ils célébraient. Ok. Puis c'était à New York. C'était à Central Park dans un resto super chic, super chouette. Super Euh, chill. c'est le thème de ce podcast. Chouette. Chouette. Euh,
je sais même plus si ça existe, ça s'appelait Tavern on the Green. C'était vraiment beau. Puis tout le monde allait être là, genre Ted Danson, comment ça s'appelle, la fille de Titanic. Rose? Ouais, mais Rose? c'est quoi son... J'ai un brain fart. Kate Winslet, ça se peut-tu? Kate Winslet était là. Eli Wallach. Eli Wallach, c'est, si vous connaissez, c'est un acteur. Vous avez déjà vu le film The Good, the Bad and the Ugly avec Clint Eastwood? Bon, lui, c'est The Ugly. Mais c'est un acteur magnifique qui a joué avec Marilyn Monroe dans un film qui s'appelle The Misfits. Une vraie légende new-yorkaise dans le monde du cinéma et du théâtre. Puis lui, il était un des directeurs du Neighborhood Playhouse. Il y avait Diane Keaton qui était là. Il y avait tous mes profs. Je me suis dit, I have to be there. I have to be there. Mais j'étais à Montréal. Le billet coûtait $500. 250 si t'es genre, tu faisais partie de... t'étais alumni. T'étais un des étudiants. Alors, j'avais pas d'argent, tu sais, j'étais mal pris. Mais je voulais vraiment être là. Fait que j'ai parlé à ma copine, qui est maintenant ma femme. Elle a dit, check, vas-y, je te paye ton hôtel, puis paye-toi ton boss. Tu restes là pour une nuit, puis tu reviens. Puis je dis, ok, ça va le faire. Tu sais, j'étais pas retourné depuis 5 ans. Puis je me retrouve à New York, tu sais, j'ai pris le Greyhound. On venait juste d'emménager ensemble, puis, fait qu'on était genre un peu broke. Et je me retrouve à Tavern on the Green, j'avais mon backpack, j'avais mon suit, j'étais allé aux toilettes pour me changer. Ici, mon sac à dos, man, avec la femme à la porte. Et en rentrant, il y avait trois femmes qui prenaient les noms et l'argent pour le billet pour entrer. Puis j'avais mes $250 dans la poche. C'est pensez, pour une nuit, l'hôtel, le boss, la bouffe, le 250$. Je pouvais même pas me le permettre. Ça fait cher le Mais séjour. j'avais besoin de le faire. Fait que j'ai 250 dans la poche, puis je vois le doorman à la rentrée. Puis je vois le monde qui rentre, puis sort, puis rentre, il sort. Puis je me suis dit, man, je vais rentrer dans le party comme si j'étais déjà là. Je vais donner mon nom, je ne peux pas parler à personne, je vais avoir ma 250$, je vais m'essayer au moins. Fait que je fais même pas eye contact avec le tour guide, je rentre comme smooth, tu sais. Puis 30 secondes plus tard, man, une femme m'offre un verre de champagne, des crevettes, Diane Keaton est là, j'ai 250$ dans ma poche. Puis c'était wow, man, c'était vraiment... Puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que qu'est-ce que je fais à Montréal? Hein? Pourquoi est-ce que je suis retourné à Montréal? Pourquoi est-ce que je suis devenu à l'aise à Montréal? Puis à ce moment-là, ça m'a frappé, puis je me suis dit, il faut absolument, absolument que je retourne. Alors tout de suite, j'ai trouvé un avocat, je me suis pogné mon visa. Ça m'a pris 1 an à avoir le visa d'artiste. Ça m'a coûté $6,000. Puis that's it. Je suis retourné à New York. Ouais. C'est une belle décision parce que ça m'a... Je savais que j'allais retourner éventuellement, mais je procrastinais trop. Puis il fallait avoir... Je devais vivre ce moment. C'est ça qui a fait... D'être entouré des meilleurs, des artistes que j'adore. Puis Diane Keaton, c'est genre la meilleure amie de mon prof. Je regardais Cheers quand j'étais un kid, puis j'ai eu des conversations avec Ted Danson. C'était comme pour un kid de Montréal, c'était surréel. Ouais. Puis t'as accès à ce monde-là, tu sais, à New York. C'est vraiment une autre dimension. Ouais. Puis tu sais, c'est cool, man, que je puisse faire maintenant un show. Puis tu sais, je partage le stage avec Seinfeld. Tu sais, il arrive pour faire un spot où il y a Gaffigan, puis je le présente. Puis tu sais, c'est une scène. C'est des trucs qui sont devenus normaux pour moi. Mais au début, c'était genre, wow.
tu sais. Puis c'est bizarre, puis c'est même un peu, c'est même un peu triste, c'est que, tu sais, quand je vois, tu sais, Seinfeld rentrer ou genre Gaffigan, c'est un peu triste que genre, tu sais, c'est genre dans ma tête, ah, c'est cool, ils sont là, c'est nice. Mais tu sais, j'ai perdu ce délire de, ah, tu sais, Ouais. wow. Ouais. Parce que c'est beau, ça, en quelque sorte. Mais c'est vraiment comme genre la NHL. C'est, faut travailler super fort. T'es entouré des meilleurs stand-up au monde. Mhm. Puis tu dois toujours te prouver. Tu dois toujours te, te battre pour avancer. Puis c'est cool d'être ici. Je suis de retour puis je m'amuse. Mhm. Mais à New York, je m'amuse, mais je travaille aussi. Mais je Mhm. travaille ici très fort aussi. Je travaille toujours fort, mais il y a plus ce sentiment de camaraderie. Et Ici. moi, je me mets moins de, je sens moins de pression. Ok. Ouais. Mais Ce qui c'est-tu me parce que permet, t'habites pas ici, peut-être? ah, Fait que t'es comme détaché et tu fais comme, of course, j'ai du fun, mais je suis comme en voyage, même si tu viens d'ici, vu que t'habites pas ici. Tandis que là-bas, vu que c'est ta routine, tu sais, t'es. ouais, Hmm. peut-être en quelque sorte. Ou est-ce que ça se peut que ce soit aussi que l'industrie est complètement différente entre les deux places, puis qu'il y en a une, c'est plus comme on va avoir du fun, puis l'autre, c'est plus comme c'est la guerre, faut vraiment que je fasse mon spot, puis genre, personne va m'empêcher de le faire. Genre. L'industrie, c'est super intense là-bas. C'est Ok. comme, c'est tellement intense que des fois, les bookers ou les club owners, ils vont pas te dire que l'industrie est dans la salle pour pas te stresser. Hmm. Mhm. Mais tu sais, comme, il y a des humoristes qui veulent pas savoir, puis il y en a d'autres qui veulent savoir. Ouais. Euh, c'est, mais je suis arrivé à des trucs tellement proches qui auraient pu, genre, tu sais, vraiment changer ma vie ou tout au moins vraiment avancer ma carrière. Puis Ah c'est ouais? ça qui est chiant de New York, c'est comme, il y a beaucoup de déceptions. Ok. Puis tu te formes, tu deviens désensibilisé à un moment donné. Puis, tu sais, je connais tellement d'humoristes qui sont les tops des tops. Puis, sont pas très connus. Ils sont très connus dans le monde du stand-up. Mais à part le monde du stand-up, tu sais, le monde, ils connaissent pas. Mhm. Mhm. Puis dans ma tête, c'est genre, waouh, comment est-ce que ce génie, comment ça se fait qu'il est inconnu, tu sais. Mhm. Mais c'est ça un peu la réalité puis la tristesse de. Puis des fois, t'as un kid de 22 ans, comme toi, tabarnak. Puis, Qui dit chouette, puis qui ouais, vole la but job de the tout le monde. bro, tu sais, Saturday Night Live, euh, tu sais, il y a pas de règle. Ouais. Il y a pas de règle. Mhm. Est-ce C'est que Bill Burr, t'as-tu Louis vraiment C.K. witness ça, cette espèce ben, je sais pas si le bon mot c'est injustice, mais de genre, tu performes avec des gens, puis t'en vois justement qui. Tu sais, ça ira jamais nécessairement plus loin, puis t'en as d'autres qui vont genre skyrocket. Genre. Et il y a pas de justice Mhm. Hmm. dans cette game. Puis ça fait partie de la, c'est une des règles. Tu sais, j'avais eu cette conversation justement avec Ted Danson. Il m'a donné un très bon conseil. Et je lui ai demandé comment est-ce que j'ai dit j'adore l'art, tu sais, de jouer, le théâtre, mais je déteste la business. Hmm. Mhm. Vous parlez anglais, les deux? Ouais, Yeah, sure. Je peux m'exprimer en anglais ou ouais, c'est OK? Il n'y a for pas de sure. problème. Vas-y. Vas-y, ouais. Puis il dit, why do you hate the business? Il dit genre, it's part of the game. Don't knock the game that you're playing. Hmm. C'est comme si tu joues au hockey puis tu dis, ah, mais tu sais, j'aime pas faire des passes. Ouais. Ouais, ça marche pas. C'est comme, ah, j'aime pas me battre. Euh, tu peux ne pas aimer te battre, mais ça fait partie de la game. Est-ce que ça te sert à avoir cette attitude? Non. Faut que tu acceptes que c'est injuste, puis ça fait partie de la game. Puis tu décides de jouer. Puis si tu décides de jouer, plains-toi pas.
Ça va être chiant, ça va être douloureux. Tu vas avoir des beaux moments de succès. Tu vas avoir des moments super whack. Tu vas avoir des moments où tu vas te mettre en doute. Mais don't knock the game. Arrête, joue pas la game si tu vas te plaindre. T'sais. Ça donne quoi? Ça fait partie de la game. On pense qu'on joue une game qui est fair. Mais cette game est vraiment pas fair. Elle est pas fair. Puis tu peux avoir un succès foudroyant, man. Puis j'ai connu j'ai eu des amis, man, qui ont fait du stand-up pendant 2 ans, man. Ils faisaient des shows de malades. Ils étaient dans des films avec Bruce Willis. Puis après, man, ça stagnait. Puis après, rien, zéro. Zéro. Puis ils se retrouvent à faire leur travail. Puis il y en a certains qui trouvent d'autres jobs. Euh, tu vas souffrir à un moment donné. Tu vas toujours souffrir. Ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Mais tu vas souffrir. Fait que quand je vois surtout ici, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de succès, Ici, c'est facile, man. Après 3 ans de stand-up, si t'es assez talentueux, tu vas avoir beaucoup de succès. Si t'es très talentueux, tu vas avoir un succès foudroyant, Je vois du monde qui font du stand-up depuis 5 ans, man, 6 ans, 7 ans, ils ont des oliviers, ils ont leur propre show, man. C'est incroyable. Mais ça arrive très, très rarement à New York. Ah ouais? Ça prend un bon 10 ans ou 20 ans. À ce point-là? Ouais. C'est comme. Puis il y en a du monde qui sont chanceux, qui après genre 4-5 ans, il y a un petit quelque chose. Ils sont un peu dans le spotlight. Mais ça joue aussi beaucoup avec les égos, je trouve, ici. Il y a beaucoup d'égos qui se développent parce que on te donne tout tellement rapidement. Tu souffres vraiment pas pour avoir du succès. Mais du monde qui ont beaucoup de succès puis sont très sont bien balancés, man. Je pense à Adib. Adib, man, c'est une belle personne, man. Il travaille fort, il est intelligent, il sait où il veut aller. Puis tu vois pas d'ego avec lui, il est la personne qu'il est. Puis c'est cool à voir, mais je vois d'autres humoristes que je retourne après un an, puis ils ont un gros succès, puis tu sens la vibe, Ouais. Mais d'un côté, je peux pas juger ça parce que je le vis pas, je le ressens, tout le monde sent une énergie, mais ils sont jeunes aussi, c'est comme, c'est facile d'avoir... pour moi, il y a trois trucs, mais il y a confiant, il y a cocky. Confiant, c'est bon, man. C'est bon être confiant, c'est super important d'être confiant. Puis après, il y a cocky. Cocky, c'est ça peut être drôle. Puis ça va attirer un peu d'attention. Mais après, il y a arrogant. Puis ça, c'est les 3 étapes de l'ego, man, dans cette business, Puis l'arrogance, pour moi, c'est un turn-off. Cocky, ça peut l'être, mais c'est aussi amusant. Mais il y a des humoristes quand ils ont beaucoup de succès, très tôt, ils tombent dans, la vibe cocky, tu le ressens. Puis ils vont souffrir éventuellement, pas maintenant. Puis ils traitent le monde différemment. Puis il faut toujours bien se traiter, parce que on n'oublie pas dans cette business. On n'oublie pas le monde qui nous ont bien traités, puis on n'oublie pas le monde qui nous ont traités comme de la merde. C'est vrai. On n'oublie pas le monde qui nous ont donné une chance, puis on n'oublie jamais, man, le monde qui nous ont... qui crachait sur nous. Puis un jour, le monde qui crache sur toi, ils vont se retrouver ils vont plus trop top, puis toi, malheureusement, tu vas t'en souvenir. Puis c'est juste, comme, just be civil, be good to people. You know?
don't let cette business, man, tout ça, c'est une illusion, man. Puis Ouais, même, c'est un truc que moi, je me bats constamment avec cette illusion, tu sais. ouais. Mais c'est fake, c'est pas genre, pas parce qu'on t'aime, on aime ce que tu fais que t'es meilleur qu'une autre personne, que t'es plus important, tu sais. Ouais. Une fois, mon prof de philo m'a dit, tu sais, genre, tu sais, vous me respectez, mais moi, je m'y connais dans la philo, mais vous connaissez des trucs, peut-être que tu sais, je sais pas faire, tu sais, peut-être, Mhm. je joue la guitare super bien, puis tu peux m'apprendre des trucs, on peut tous s'apprendre des affaires, puis ça va jamais nous servir de chier sur le monde, tu sais. Ouais. Mhm. Ouais. Mais ouais, c'est sûr. Mais c'est fou quand même le courage, puis la drive, puis la motivation que ça t'a pris pour quand même, tu sais, aller dans un océan là, comme New York. Tu sais, comme tu dis ici, tu sais, t'as cette espèce de confort-là, tu sais, c'est plus. Il y a plus un instinct de camaraderie, puis de décider d'aller là-bas pour le stand-up, ça en demande beaucoup. Mais au niveau créatif de ton écriture ou ton personnage, ça a été quoi le changement là-dedans? Tu sais, parce que si ça t'a affecté dans ta vie personnelle, j'imagine que ça t'a affecté aussi, tu sais, dans ton écriture, dans ta façon de créer. Ouais, mais c'est quoi ta question Ben, exactement? ma question, c'est comment ça a changé ton processus créatif, disons, le fait de move à New York, tu sais? D'être dans un endroit où tu es là, tu sais, tu devais tout réapprendre, finalement, presque. Ouais, mais c'est tout changé. Hmm. C'est- New York, c'est une ville qui va te détruire, qui va te, qui, si tu permets, ça va te reconstruire. Mhm. Mais soit ça peut te détruire puis tu pars, Ouais. soit tu permets que ton expérience, tu arrives à te reconstruire, tu arrives à métamorphoser, à, et devenir bien dans cette nouvelle peau. Mais c'est un choix, tu sais, tu, tu souffres beaucoup, man. Deux fois à New York, deux fois, man, deux expériences, je me suis dit, man, c'est pas pour moi le stand-up. Hmm. J'ai zéro talent. Ah Puis ouais. je mérite pas d'être un stand-up, puis j'ai peut-être fait un mauvais choix dans ma vie. Deux moments où, genre, profondément, le sol, il craquait, man. Puis j'allais tomber. Puis j'avais appelé ma femme. La première fois que je l'avais appelée, j'étais tout seul à New York. C'était après un show, man. C'était pour l'industrie. Ça s'est pas bien passé. Puis je me sentais tellement nul. Puis j'ai appelé ma femme, puis j'avais presque, je crois que j'avais des larmes aux yeux, man. Puis elle était genre à moitié endormie, puis elle dit ah Danny, you'll be fine. Puis là, tu sais genre, tu sais, genre, tu sais, c'est vraiment une crise existentielle, man. Je redoutais toute ma carrière, puis elle avait raison. Ouais. C'est ça c'est peut-être le truc qui est le plus tricky à New York, c'est que tu tombes souvent dans le piège de penser que t'es pas assez bon. I'm not good enough. I'm not good enough. Ça te fait travailler énormément, mais ça l'aide pas dans ta confiance. C'est faut penser I am good enough, but I could be better. Ouais. I'm good enough, but I could be better. Ouais, je comprends. You know? Il y a une nuance, ben oui. Ah ouais. Mhm. Parce que quand tu deviens ton propre punching bag, tu sais, c'est genre, ça ne te sert pas. Ouais. Puis moi, je suis pro, man. Je suis pro me défoncer la face, tu sais, puis l'esprit. Mais il y a des moments où je me dis, tu sais, comme, look back, I'm here for a reason. Um, puis, to have fun, tu sais. On fait ce métier parce qu'on n'a jamais voulu travailler.
C'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est vrai. Mais Ouais, quand ça- ça vient du travail, c'est plus le fun. Mm. Et si c'est plus le fun, faut que tu commences à réviser ta manière de penser. Mm. Parce que moi, j'ai eu des périodes, même genre des 6 mois, même des 8 mois où genre, je m'amusais même plus à New York. Tu sais, je faisais mon travail, j'écrivais, mais c'était plus le fun pour moi. Ça m'inspirait plus. Ok. Les hauts, ils sont plus aussi hauts qu'avant, les bas sont plus aussi bas qu'avant. Avant, je pensais que j'étais nul ou j'étais genre incroyable. Ouais, Puis ouais. c'était genre boum, boum, boum. Tu sais, il y avait des vraies vicissitudes. Tandis que maintenant, c'est genre, c'est comme, c'est, I did good, you know, had a good show, bad show. I'll get him next time. Mais, c'est comme. Ouais. Mais le but, c'est que tu fasses toujours genre, que tu montes, tu sais, Mm. au lieu ouais. de genre juste stagner. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Moi, je me demandais, parce que comme tu fais des shows en anglais et en français, je me demandais, est-ce que tu te prépares de la même manière, peu importe la langue, et est-ce que tes textes, tu les traduis ou est-ce que tu écris des fois en français, est-ce que tu écris en anglais? Comment tu procèdes? Moi, j'écris en anglais, je traduis en français. C'est un peu plus tough pour moi le français parce que je le parle plus comme avant. C'est maintenant Mhm. je le parle beaucoup plus quand je suis ici. Mais quand je me retrouve à New York, c'est comme un muscle, tu sais. Alors ça me prend du temps. Ça joue aussi un peu avec mon rythme. Je suis un peu plus lent en français Ah, euh, qu'en anglais ok. à cause que ça une langue va modifier ton style. Mhm. Si je fais du stand-up, j'ai fait du stand-up en espagnol, puis comme, puis tu sais, il y avait un show en espagnol, puis c'était juste des New-Yorkais, puis c'était mes amis, puis on se connaît très bien, puis je connais très bien leur stand-up en anglais, puis c'est la première fois qu'on se voit faire du stand-up en espagnol, puis boum, il y avait un autre truc qui ressortait d'eux, ils avaient plus, et beaucoup plus vivants, je sais pas, man, il y avait quelque chose de plus genre Ouais. fun, heureux, sexy, c'est comme, puis c'était naturel, ça faisait partie du rythme de la langue. Mhm. Le français, ça ressort un autre truc en moi. L'anglais, ça ressort un autre truc. C'est Alors, ton style va être un peu dicté par la langue. Mhm. OK. Puis tu essaies de danser avec ce rythme. C'est complètement un autre rythme. Les cadences, les pauses, ça fait chaque langue a sa structure puis euh, c'est sa manière de s'exprimer. Alors, ça va jamais être pareil. Mm. Impossible. Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a des comédie shows, des comedy clubs en français à New York que tu as eu la chance de peut-être aller jouer, je sais pas, ou est-ce que ça te Non, tenterait? une fois en français, c'était des shows indépendants. Maintenant, il n'y a pas de comedy club en français. OK. Ouais. Non, malheureusement. Ça serait le fun. Il y avait un festival qui s'appelait genre. J'avais fait un festival il faut longtemps, man, qui s'appelait Québec in LA. Québec in. Oh, shit. C'était un truc qui poussait vraiment les arts, les artistes québécois pour les présenter à LA. Puis il y avait Hmm. le film Starbuck était sorti Mhm. en primeur à LA. Il y avait deux humoristes. Il y avait moi et Sugar Sammy. Ok. Euh, Puis, tu sais, des trucs de Cirque du Soleil. C'est vraiment cool comme festival, mais Ah je ouais. crois que c'est duré une année, OK. malheureusement. Mais c'était fun. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis, il y a d'autres festivals à New York. Ils font de l'humour français à New York. Mais il y a pas il y a pas de club, non. Ok. Ouais. Comment ça se passe? Je sais que c'est large comme question, mais comment t'es écrit en général? Est-ce que tu as certains moments? Est-ce que c'est quoi qui t'inspire, si tu mettons, quand tu vas marcher? Comment ça se passe d'habitude ton écriture? Je peux pas te répondre. Ça se passe de toutes les manières. Ok. J'écris normalement dans un monde normal avant le COVID. J'écris à tous les jours pendant
2-3 heures, au moins. Ok. Ok. Puis souvent, j'ai absolument rien. Des fois, je me promène, puis j'ai une idée. Des fois, je conduis, j'ai une idée. Des fois, je prends une douche. Des fois, je marche, puis j'exprime une idée. Puis je m'enregistre pendant que je marche, puis je le dis à voix haute. Euh, j'ai pas de technique précise. Ok. Parce que quelque chose ressort quand tu es debout puis tu parles, puis un autre truc ressort quand tu écrit, ça devient plus cérébral. Quand tu te promènes, tu te marches, c'est plus physique, émotionnel. Mhm. Euh, alors, j'essaie du plus possible de prendre conscience de ce que je trouve drôle ou bizarre, Ok. des trucs qui me font peur. Mais je sais pas c'est quoi qui marche pour moi. Ok. C'est comme j'essaie tout. Ça Nice. fait juste venir. Et, euh, et oui, excuse Léo, je me demandais, juste dans la même ligne d'idée, tu en avais parlé un petit peu de quelques humoristes qui t'ont inspiré, mais en général, autant francophone qu'anglophone ou même espagnol, apparemment, c'est qui tes inspirations en humour? Les humoristes que t'as vraiment fait, genre, OK, eux autres, là, vraiment nice, tu sais. J'en ai trop. Hmm. J'en ai trop. C'est comme dire, c'est quoi ta chanson préférée? Ça Ouais. C'est, dépend pas. il y a- tout le monde m'inspire d'une autre manière. C'est comme, je peux mentionner plein de noms, tu sais, mais comme, si on parle dans le monde célèbre, c'est pour qu'on sache de qui on parle. Genre, c'est Steve Martin m'inspire. C'est son côté physique puis absurde. C'est Robin Williams, sa vitesse, puis son intelligence, puis sa mémoire. C'est Ellen DeGeneres, c'est les observations qu'elle fait, man. C'est tellement précis. Hmm. C'est Pryor, sa sincérité, man. Il est tout nu, man, ce gars-là. C'est un vrai un vrai dieu. C'est Carlin, c'est un poète. C'est super brillant. C'est un écrivain. Euh, tout le monde a son côté, genre, c'est les one-liners de Mitch Hedberg. C'est comment tu fais rire un public avec le moins de mots possible. Euh, ils ont tous un truc qui m'inspire. Hmm. Puis il y a personne que. C'est Cheryl Underwood, une comique genre de New York. Sa confiance, man. Genre, confiance folle, man. Genre, paf, sa présence. Kurt Metzger, dark, brillant, man. Puis je regarde, tu sais, comme. J'essaie de prendre de tout le monde, tu sais. Mhm. Tout en connectant, puis essayer de partager la personne que je suis. Hmm. Parce que je peux pas faire ce qu'ils font. Je vais Mhm. jamais, je vais jamais être capable de. Et même si j'étais capable de le faire, je voudrais pas le faire. Parce que c'est pas moi. Tu sais, Ouais. True. j'adore Eddie Murphy. J'adore Eddie Murphy. Mais c'est la voix de Richard Pryor. Mhm. C'est la voix 100% de Richard Pryor. C'est le style 100% de Richard Pryor. Hmm. C'est comme le Richard Pryor de notre génération. Mhm. Mais il fait du Richard Pryor. Ouais. Alors, puis j'essaie de partager un peu de qui je suis. Ça, je pense que c'est important de tu sais, Bill Hicks, man, la politique, man. Bill Hicks, c'est un fou, man. C'est un génie, man. Il est mort à 33 ans, il avait fait du stand-up pendant 17 ans, mais une sagesse, un courage, une indifférence, une sincérité, man. Hmm. Tu sais, des vraies légendes.
C'est quand même beaucoup de monde qui t'inspire. Entre les humoristes et les acteurs et tout ça, ça fait beaucoup de personnes culturalisées qui. Tout peut m'inspirer. C'est pas juste des stand-up. Ça peut être un film, ça peut être une chanson, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un livre, ça peut être un poème. Genre, c'est Bukowski. C'est incroyable, man. Je lis un livre maintenant de lui. C'est Sifting Through the Madness for the Word Aligned the Way. Okay. C'est un de ses derniers. Je crois que c'est sorti après sa mort. Il a gardé ça pour après sa mort. Puis c'est genre. C'est tellement simple. C'est tellement real. Puis. Alors, ça peut être n'importe qui, tu sais. Ça peut être mes parents, ça peut être mon enfant, ma femme. Mm-hmm. Mais le truc, c'est de rester, genre, aware. Ouais. Est-ce que ça vient souvent, mettons... Ah, excuse, Sacha, tu dis quelque chose? Non, excuse, j'allais juste dire, comme ton enfant, quand tu vas le chercher à la garderie, puis qu'il y a un autre kid qui essaie de te sauter dessus, tu avais raconté ça dans une Ouais. Fucking drôle. Thanks, bro. Je vais pas trop en parler pour du monde s'ils veulent le regarder, là, mais c'était vraiment bon. C'est un truc genre autobiographique, un truc qui est tabou, un truc qui fait peur d'en parler, puis un truc qui est original, que j'ai jamais entendu un autre humoriste faire. Ouais. Et ça, moi, ça c'est mon objectif. Ouais. Puis j'ai appris ça de Steve Martin. Ne fais jamais ce que les autres humoristes y font, man. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont faciles, man. C'est pas tough être drôle, man. C'est Seinfeld, il dit, genre, tout le monde est un peu drôle, man. Everybody's kind of funny. C'est comme... Mais d'être original, man, d'être... C'est comme Aziz Ansari. Il a eu du succès parce que c'est le premier Indien à ne pas parler de sa race, de son ethnicité. C'est vrai. Tu sais, il avait sorti un article sur, je crois que c'est le New York Times ou Rolling Stone, je m'en souviens plus, mais j'avais lu une entrevue 10 ans, man, quand il a commencé à genre... Puis il dit, tu sais, comme... Il dit, je veux pas l'Indien qui parle de l'accent de mon père quand il commande la bouffe au McDo. C'est... Puis c'est ça qui le rend intéressant. Puis c'est ça aussi qui brise les barrières de racisme, parce que c'est genre, on parle plus de ma race. I'm just funny, tu sais. Ouais. L'humour ethnique, c'était très populaire dans les années 70-80, puis après c'est devenu mort, puis après c'est devenu hack, puis après c'est devenu facile, puis genre mal vu. Pas au Québec. Au Québec, c'est un peu un autre rythme. Mais aux États-Unis, c'est rendu comme ça? Non, aux États-Unis, c'était très genre whack de faire genre de l'humour ethnique. Okay. Après Trump, c'est redevenu populaire, très populaire, à cause de la ségrégation, l'importance de parler de son ethnicité, de s'identifier, Non, ouais. C'est revenu, mais c'est revenu d'une autre manière. C'est devenu plus politique. Mais tu sais, comme c'est aussi plus facile, tu sais, genre, tu sais, Louis C.K., il est mexicain, il est moitié mexicain, mais il fait pas des jokes de mexicain. Il le sait que c'est très facile, tu sais. Je crois que dans un special, il en parle. And that's it. C'est comme il fait un petit bit après genre fucking 35 ans. Mais c'était mal vu à New York de faire ça, genre il y a 3 secteurs dans le monde de l'humour à New York qui est assez, il y a une vraie ségrégation, mais des fois ça blend, puis l'idéal c'est de jouer les trois circuits. Okay. Il y a le mainstream comedy, il y a le alt comedy, puis il y a le urban comedy.
les shows de latino, des blacks. C'est Ça, c'est vraiment, Urban Comedy. Quoi? Ça, c'est Urban Comedy. Ouais, c'est j'en pense Def Jam. Ok, ok. Non, mais c'est vraiment une autre communauté, man. Puis est-ce que ça C'est thrive aussi tout autant que les autres ou? c'est pas aussi populaire, Ok. tu sais. À moins que le dernier truc gros populaire, c'est genre Def Jam. Mhm. Mais c'est très genre... c'est très séparé. Puis le mainstream, c'est le mainstream. Puis le alt, c'est un peu devenu mainstream. Tu sais. Ok. Mais l'idéal, man, moi, quand je commençais, man, moi, je jouais les trois, man. Des fois, je réussissais dans les trois. Des fois, je bombais dans les trois. Mhm. Tu sais. Mon mainstream, moi, je crois que mon humour est accessible. Alt comedy, j'ai beaucoup appris du alt comedy, tu sais, avec l'absurdité de certaines blagues. Puis j'ai beaucoup appris du urban circuit, tu sais, d'avoir ce courage, man, même s'ils sont pas drôles, man, ils arrivent sur stage avec une confiance admirable, man. Mhm. Il y en a certains qui sont super drôles et ils ont la confiance. Tu sais, comme, il y a de tout, tu sais. C'est cool ça. Ouais. C'est nice. Ouais. J'avais vu, j'étais allé faire des shows. J'étais allé faire des shows, je dis ça comme j'avais fait une tournée. Allez, boy, je peux vous quitter dans 5 minutes max. C'est sans problème. Sure. Pas de problème. C'est sans problème. Ben, en fait, regarde, on va faire ça short. Mais j'ai une dernière petite question. T'es-tu capable de nous expliquer un peu? Parce que tu as déménagé à New York et tout. Ici, disons, au Québec, on fait, mettons, le parcours typique, c'est aller à l'École nationale de l'humour, etc. Toi, ton apprentissage, tu le fais comment? Ça s'est passé comment? Avec le livre Comedy The Bible. Comedy Bible. Ok. Moi, tu sais, moi, je suis genre book education. Tu sais, je suis assez scolaire pour ma manière de penser. Mhm. Fait que ça marche bien avec moi pour, tu sais, genre, étudier des livres, puis comprendre, puis prendre des notes. C'est pas nécessaire. Il y a 3 manières de vivre ça. Il y a l'école de l'humour, que pour le stand-up, je trouve pas ça nécessaire. Personnellement, je pense que c'est une perte de temps et d'argent. Si tu veux faire du stand-up, euh, pas pour dire que ça t'emmène pas du bonheur et tu peux apprendre plein de choses. Je suis Mhm. certain que tu peux apprendre plein de trucs. Mais t'as pas besoin d'aller là pour... C'est ça que je veux dire. T'as pas besoin d'aller là pour faire du stand-up. Ok. C'est pas pour dire que ça peut être la plus belle expérience de ta vie. Mais si tu veux faire du stand-up, c'est pas comme genre, ah, je dois aller à l'école de l'humour pour faire du stand-up. Mhm. T'as même pas besoin de lire un livre, man, pour faire du stand-up. Mhm. Tu sais, il y a une autre école où genre, il y a 0 école. Tu montes sur stage, puis tu dis ce que tu penses qui est drôle, puis si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Alors, il y a le 0 livre, 0 école, il y a l'école, puis il y a des livres. Ouais. Ok. Mais, tiens, à la fin, tu fais ce qui marche, ce qui marche pour toi, mais tu sais, mettre 30 000 $ pour, je sais pas, un programme de 2, 3 ans pour faire du stand-up, moi, je trouve que c'est loin d'être nécessaire. Ok. Mhm. Ouais, je comprends. Si tu veux être comédien, si tu veux plus apprendre à connaître ton corps, le mouvement, le jeu, puis tu sais, tu sais, même dans le acting, dans le théâtre, tu sais, il y a tout un mouvement qui aime travailler avec des gens qui sont pas des acteurs. Hmm. Tu sais, qui veulent trouver du monde, genre, qui sont genre just normal people, everyday people, qui ont euh, zéro expérience, Ouais. zéro technique. Je pense à Rosario Dawson. On l'a trouvée dans la rue quand elle avait 14 ans. Puis elle a joué dans le film Kids. Mhm. Mhm. Elle savait pas comment jouer. Elle avait pas de... She was just natural. Puis ça marche. Ouais. Mhm. Mais il y a d'autres, comme genre Daniel Day-Lewis, qui est genre c'est deep in technique and deep in the method. Puis ça marche. Ouais. Mhm. Très vrai.
Cool. Ben écoute, là-dessus, Daniel Tirado, merci beaucoup d'être Merci à vous, d'être man. venu sur le podcast. C'est Merci. super gentil. Puis Ah. on peut brag qu'on a eu un humoriste de New York sur notre podcast. Puis est-ce que tu as des trucs que tu aimerais plugger, que tu aimerais dire, que ce soit ici ou à New York, peu importe. À New York, j'ai rien à plugger pour le moment depuis la COVID. Mhm. Mais là, je travaille, je me prépare pour le gala de Paquin puis Corinne Côté, Ok, cool. Nice. le 29 septembre. Très nice. Puis on verra. Très C'est- cool. Il y a ta page Facebook aussi, Unofficial Daniel Tirado. Je me trompe-tu? Ouais, il y a Unofficial Daniel Tirado, il y a mon Instagram Tornado Tirado, Cool. puis ma page Facebook normale. Sweet. Daniel Alright. Tirado. Ben c'est Et merci parfait. les Ben, boys. un gros merci à toi. Non, Puis, merci à vous, man. Merci d'avoir pris le temps puis de me contacter. Puis j'espère que vous êtes satisfait avec mes réponses. For sure, oui, oui. Super intéressant. Définitivement. Ciao. All right, guys.